Le pouvoir d'achat, une circonscription où l'on décompte, ici sur la 17e, selon l'INSEE, 50% de classes sociales dites pauvres ou modestes contre 40% au niveau national. Alors ici, comme ailleurs, des prix qui flambent, des fins de mois compliquées, le coût de l'énergie s'envole, les salaires stagnent. Quelques solutions à apporter pour répondre à cette problématique du pouvoir d'achat. On va écouter d'abord, dans un premier temps, M. Tesson. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher bien de votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Tesson. Lorsqu'on fait une campagne, je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, lorsqu'on fait une campagne, il y a un moment irremplaçable, c'est quand, évidemment, on est au contact des habitants. Et je dois avouer que on connaît tous la circonscription. Moi-même, je connais bien la ville de Douai, je connais les difficultés de Douai, je connais les difficultés sociales du territoire. Mais on touche de près et vraiment de visu tous les échanges que nous avons pu avoir, notamment dans les boîtages et aussi les distributions de tracts au marché, à quel point cette question est devenue centrale. Quelle solution, Monsieur Tesson? C'est là la question. Alors, quelles sont? Alors, nous avons évidemment des solutions et elles portent dans notre programme d'abord sur la baisse du prix des énergies. Lorsqu'on parle avec les gens, on voit que c'est vraiment un problème fondamental. On croise des gens qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver. Et donc là, il y a une proposition qui est d'ailleurs immédiate. Elle est qualifiée par notre programme d'urgence. Effectivement, de réduire par exemple la TVA sur les produits énergétiques et de le faire le plus rapidement possible. Et surtout de contrôler que ça se fait réellement pour que les gens puissent ainsi en profiter. Il y a un autre élément qui est beaucoup plus d'ordre général, qui a été beaucoup évoqué ces derniers mois, c'est évidemment la fixation du prix de l'électricité au niveau européen. On sait qu'il y a plein de pays qui ont réussi à modifier ces règles, qui sont tellement logiques que la France, qui bénéficie d'un prix d'électricité peu onéreux du fait de son parc nucléaire, on paye encore plus cher parce qu'on est intégré dans des accords, je finis, dans des accords que nous ne dénonçons pas, alors que d'autres pays participant à l'Union européenne ont pu le faire. Donc voilà, vous voyez des choses très très simples. C'est juste par là que l'on va redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est avant tout la question de l'énergie. Déjà, on commence par ça, parce que ça paraît effectivement très important. Ça rejoint le problème de l'essence. Vous savez, les gilets jaunes, le point de départ, c'était le prix de l'essence. Loïc Brouazin, quelles sont les propositions du groupe Les Républicains pour le pouvoir d'achat? Alors, le groupe Les Républicains pour le pouvoir d'achat des Français, ce serait déjà la baisse des charges pour les entreprises, dans un premier temps. Ensuite, nous allons taxer aussi les importations qui ne respectent pas nos normes directement nationales. On augmenterait les salaires nets en baissant les cotisations sociales. Donc, avec la possibilité pour les salariés de convertir leur RTT pris en salaire net. Quand on baisse les cotisations sociales, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on renonce à une partie de ce que l'on peut penser à un salaire différé et une couverture sociale dont on est bien content de profiter le moment venu? C'est-à-dire que ce qu'on ferait en baissant les cotisations sociales, ça permettrait déjà aux employeurs de payer moins de charges, mais ça permettrait surtout aux salariés de récupérer du salaire. Du salaire qu'ils dépenseront à ce moment-là, mais... Qui dépenseront à ce moment-là, mais qui pourront... Comment on compense les charges? Elles servent à quelque chose quand on paye, voilà, quand on cotise pour quelque chose. Comment ça va se passer si on cotise plus? Il n'y aura plus d'argent dans les caisses? Si, bien sûr. Après, on pourra de toute façon, comme chacun d'entre nous, comme chaque parti qui est là ce soir, tout le monde va essayer de retrouver de l'argent quelque part de toute façon. Et comment vous financerez alors cette mesure? Comment nous financerons cette mesure? Oui. Comme je vous l'ai dit, directement par la baisse des charges. Bah oui, mais ça crée de l'endettement automatiquement. Ah non, ça ne créera pas de l'endettement. Déjà, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que quand nous allons baisser les charges, nous allons, dans un premier temps, et la première chose à faire, c'est directement de s'attaquer au budget de l'État. Frédéric Chéreau, quand le nouveau Front populaire propose de réévaluer le SMIC et de le porter à 1600 € net, c'est bien ça. On ne revient pas là sur les charges qui pèsent sur les salaires. On maintient le même niveau de charge ou il y a un effort également qui est fait là-dessus? Pour nous, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Moi, depuis 16 ans que j'arpente la commune de Douai et cette circonscription, j'ai pu voir ce que c'était que la pauvreté, peut-être même la misère dans certaines familles. J'ai vu des gens qui se privent pour nourrir les gamins. J'ai vu des familles qui, même en travaillant, ont du mal à remplir le frigo. Et quand à Douai, on a mis
le repas le plus bas à la cantine à 80 centimes, et quand il y a 3 enfants, le 3e repas, il est à 40 centimes. C'est encore cher pour certaines familles. Le choc de pouvoir d'achat, c'est revaloriser les salaires, c'est revaloriser le point d'indice des fonctionnaires, c'est revaloriser les retraites, c'est le minimum vieillesse au moins au-dessus du seuil de pauvreté. Et ça, c'est très attendu par beaucoup de gens. On a d'ailleurs aussi travaillé évidemment sur les moyens de financer tout ça, mais c'est d'abord ça qui est attendu par les Françaises et les Français, c'est un choc de pouvoir d'achat avant de travailler sur des réformes de plus long terme. Et ce qui me fait sourire, c'est d'entendre mon voisin, qui représente aujourd'hui le Rassemblement national, porter des mesures qui ressemblent, alors que sur toutes ces mesures, nous les avons proposées et nous les avons votées à l'Assemblée nationale. Jamais, jamais le Rassemblement national n'était à nos côtés pour voter l'augmentation du SMIC à 1 500 € à l'époque, pour voter l'ISF, pour voter le blocage des loyers, etc., etc., etc. Comme on dit dans le Nord, il y a les feux jeux et puis il y a les 10 jeux. Oui, mais vous n'avez pas répondu sur les 1 600 €. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous les payez. Ça m'intéresse. Les 1 600 €, c'est le SMIC. Alors beaucoup d'entreprises n'ont pas que des smicards. Les entreprises qui ont beaucoup de travailleurs qui sont au-dessus du SMIC, en réalité, ne seront pas impactées. On aidera les plus petites entreprises pour qui ça peut être un enjeu, mais très honnêtement, c'est quelque chose qui est faisable. Et il faut se dire aussi que des Français qui retrouvent du pouvoir d'achat, c'est des Français qui derrière vont consommer, et vont consommer local. Parce que les plus modestes, ils n'investissent pas à l'étranger, les plus modestes, ils ne mettent pas ça sur des comptes épargne, les plus modestes, ils consomment tout de suite. Donc ça va forcément avoir un impact sur le système économique. Donc c'est le mouvement perpétuel, ça va marcher automatiquement, c'est ça? C'est de l'économie assez sommaire, effectivement. C'est comme ça que ça fonctionne. Le blocage des prix également de produits de première nécessité. Cette liste, elle comprend quoi? L'énergie, par exemple. Des produits alimentaires, l'énergie. Nous associons aussi à l'énergie l'eau, avec même une mesure à moyen terme de gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Et pourquoi pas aussi des premiers kilowattheures, parce que nous considérons que l'accès à l'énergie et à l'eau, c'est un service public, un bien public auquel tout le monde doit avoir accès. Donc effectivement, travailler sur le blocage des prix, que ce soit les loyers ou certains produits de première nécessité dont nous avons tous besoin, c'est une mesure devant laquelle nous ne reculerons pas. Guillaume Honoré, finalement, est-ce que la politique du ruissellement a échoué et que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens rencontrent, on nous a dit on donne, on permet aux gens, aux entreprises, on les aide et ça va ruisseler, et on s'aperçoit que les gens ont de plus en plus de problèmes de fin de mois. C'est l'échec d'une politique? Alors non, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Le premier problème, effectivement, c'est le premier levier sur lequel on peut agir, c'est l'augmentation des salaires. Il faut qu'il y ait de toute façon, il faut pouvoir libérer les augmentations de salaire, mais pas n'importe comment. J'entends M. Chéreau en face, j'ai pris le temps de lire le programme, du SMIC à 1 600 €, c'est une bonne idée sur le fond, il faut augmenter les salaires. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que dans leur programme, il est clairement indiqué que cette augmentation de salaire va se faire sur le dos des chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise d'une PME de 5 salariés. Je ne peux pas aujourd'hui augmenter mes 5 salariés de 300 €. Ce n'est pas possible. Je pense qu'effectivement, il y a une augmentation des salaires à faire. Elle passera par là. Mais il faut d'abord aller sur les charges patronales, pas les charges sociales, qui ne sont pas la même chose. Les charges patronales qui peuvent être baissées, qui nous permettront à nous, chefs d'entreprise, de pouvoir augmenter les salaires. Et je pense que tout chef d'entreprise a à cœur d'augmenter les salaires de ses salariés, à condition que ça ne lui coûte pas trop d'argent. Donc effectivement, le premier levier, c'est ça, c'est les salaires. Et je pense que c'est la chose qui parle le plus à tout le monde. Maintenant, je pense qu'il n'est pas utile de promettre aux gens des salaires mirobolants. Une image assez simple de toute façon. Déjà, on nous explique que l'État est endetté, et ça je l'entends. Je sais quel camp je représente, j'en suis conscient. Mais les candidats qui sont en face de nous expliquent que donc, du coup, tout va pouvoir être facilité et augmenté. On va prendre une image simple pour que les gens comprennent. Si vous avez un compte en banque dans une banque et que vous êtes déjà au négatif sur ce compte en banque, votre banquier vous surveille, si vous arrivez derrière et que vous faites de nouvelles dépenses, le banquier va tout bloquer. Et je pense que c'est ce qui se passera chez nous avec des programmes, par exemple, du nouveau Front populaire, qui ne sont pas viables dans le temps. Justement, en parlant de banquiers, vous évoquiez dans vos programmes l'exonération des frais de notaire pour les primo-accédants à la propriété. Quid du pouvoir d'achat des demandeurs d'emploi et des personnes précaires qui n'auront pas la possibilité, bien entendu, d'obtenir un prêt bancaire? Il faut agir à tout niveau. Je vais déjà vous répondre sur cette histoire donc, des frais de notaire. Déjà, pour clarifier les choses sur les frais de notaire. Ce n'est pas une exonération de 250 000 € sur les frais de notaire.
c'est une exonération sur un achat immobilier de 250 000 euros, ce qui représente environ, on va dire, allez, peut-être 15 ou 16 000 euros d'exonération. Ce ne sera pas pour tout le monde, ce sera pour les plus jeunes, pour les premiers acquéreurs. C'est un gain de pouvoir d'achat, ça peut être un levier supplémentaire pour permettre à des gens de pouvoir acheter. Je suis d'accord avec vous que tout le monde ne peut pas acheter, mais l'achat fait partie de la relance de la politique dans le domaine du bâtiment, dans l'accession à la propriété et dans le logement. Un autre gros problème, et je pense que c'est déjà une piste. Monsieur Flickiger, on ne vous a pas encore entendu. La question du pouvoir d'achat. Comment rendre des fins de mois plus faciles pour tout le monde et notamment pour les plus précaires de cette circonscription? Moi, j'ai entendu tout le monde là. Et il y a une chose que je n'ai pas entendue, c'est que dans cette société, des richesses, il y en a quand même. Des milliards qui vont dans le CAC 40, les fortunes des... Vous savez, les 42 milliardaires français, ils ont vu leur fortune en 3 ans exploser de 63%. De l'argent, il y en a. Alors, on me dit, je ne peux pas augmenter mes salariés, mais eux, est-ce qu'ils peuvent vivre? Est-ce qu'ils ne sont pas là en train de compter combien de jours il reste avant la prochaine paye? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rouler sur la réserve de leur voiture parce qu'on ne peut plus faire un plein? Voilà. Aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique pour les travailleurs. Elle est catastrophique. Alors, j'entends les promesses. Ah oui, alors là, c'est les élections. Alors, la foire à la promesse, elle est ouverte. Mais on les voit quand ils sont au gouvernement, tous ceux-là. Hein? On a vu le blocage des salaires. On a vu le blocage du point d'indice, y compris quand c'était la gauche qui était au pouvoir. Comment vous voulez que les travailleurs y croient les promesses? Et comment on fait pour que ces grosses fortunes, si c'est mis en place, ne quittent pas finalement notre pays et aillent s'installer ailleurs? Aujourd'hui, le monde est un village. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Hein. À chaque fois, on nous dit, c'est pas possible. Les caisses sont vides, c'est le mur de l'argent, on peut rien faire. Eh bien moi, je dis, c'est pas vrai. Parce que les fortunes, elles se font ici aussi. Prenez la première entreprise française, Total. Total, ils vont mettre leur station essence à l'étranger. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'argent, il se fait ici par le travail, par l'exploitation. Jour après jour, on crée des richesses, on crée des fortunes, et quand on bosse, on n'a même pas de quoi vivre au bout. Et on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas remplir le frigo, des retraités qui ne mangent pas tous les jours. C'est ça la réalité de notre pays. Pendant qu'à l'autre bout de la société, on a des gens qui s'achètent des yachts toujours plus grands, des jets privés toujours plus puissants. C'est ça qu'on veut. C'est ça le seul avenir de la société, c'est que ceux qui travaillent, ils s'appauvrissent, et que les milliardaires, ils s'enrichissent. Et moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu que ça faisait sourire, M. Tesson. Est-ce que vous voulez réagir par rapport au propos? Non, ça c'est des vieilles idées d'extrême gauche qui ne mènent à rien. Il suffit de regarder historiquement comment ça se passe quand on met en œuvre ce que M. Flickiger essaye de défendre. Mais oui, moi j'aimerais voir comment on peut le faire. Et comme l'a dit M. Dujardin, que feraient les gens, entre guillemets, riches? C'est à combien un riche, M. Flickiger? C'est quoi le riche pour vous? Alors, déjà, c'est des vieilles idées. Non, mais répondez à ma question. Oui, c'est quoi le riche? Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. C'est des vieilles idées, oui, parce que dans le temps, il n'y a pas si longtemps, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils savaient que quand on est un travailleur, les cadeaux, ça n'existe pas. Tout ce qu'on a, il a fallu se battre pour l'arracher. Et y compris pour empêcher les enfants de descendre au fond de la mine, il a fallu des grèves et des morts, ici. Alors, oui, se battre pour notre niveau de vie, c'est peut-être une vieille idée, mais il serait bien temps de la remettre à la mode. C'est quoi un riche? Je vais vous répondre. Dans le monde aujourd'hui, il y a 22 millions de millionnaires en dollars. C'est sur 8 milliards d'habitants. C'est ça, la grande bourgeoisie. Ceux qui vivent du travail des autres, parce que personne ne peut accumuler 1 million de dollars par son travail à lui. Forcément, il l'a volé à ses travailleurs. Monsieur Bauzin, vous êtes un petit peu en retard en temps de parole. À ce que j'ai entendu de ce que nous expliquait Monsieur Honoré, votre programme, il est vraiment différent de celui que propose Renaissance, ou ça converge? Ah, tout à fait, parce que la revalorisation des retraites pour suivre l'inflation que M. Honoré souhaite, la baisse des factures d'électricité de 15% dès l'hiver prochain pour rendre 200 € en moyenne au foyer. Vous savez combien ça va coûter? À peu près? Dites-moi. Dites-nous. Ça va coûter 2,4 milliards. C'est nous qui posons les questions ce soir. Ça va coûter 2,4 milliards par an
aux contribuables français avec la réforme que veut Monsieur Honoré. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour faire baisser les factures énergétiques? Car c'est quand même peut-être déjà répondre la à ça. préoccupation. Déjà répondre, parce que Alors, très brièvement, parce très qu'on va passer brièvement, sur un autre thème. très brièvement, mais on ne peut pas avoir une mesure qui nous coûte si en même temps au contribuable si on lui donne de l'argent. Donc là, il y a quelque chose que je ne saisis pas, parce que cette réduction sur l'électricité. Il y a bien un moment où effectivement il faut être conscient que ce soit un problème. Il y a eu des chèques énergie qui ont été faits, je pense que personne là-dessus ne peut remettre ça en cause. Après leur montant, peut-être on peut le rediscuter, je suis d'accord, mais ça a été fait. Mais là, il faut bien... Vous êtes tous force de proposition et toutes ces mesures de toute façon vont coûter de l'argent à un moment ou à un autre. Maintenant, effectivement, vous me dites que ça va ramener 200 € de pouvoir d'achat aux ménages, je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps vous m'expliquez que ça va coûter aux ménages. Je pense, là je ne comprends pas trop bien en fait. Mais de toute façon, vous, Monsieur Honoré, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle, on est bien d'accord? Donc, à ce jour, mais... donc aujourd'hui, les dépenses, c'est vous qui les avez faites. Alors c'est pas moi personnellement, oui, mais votre il n'y a, parti a contribué. il n'y a aucun problème sur le fait que je suis candidat Monsieur de la... Honoré, voilà, on va conclure sur ce débat. Alors, Monsieur Boisin, je vous laisse terminer. Oui. Oui. Voilà, vous en étiez où? N'interpellez pas parce qu'on va passer à autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on veut chez les LR, c'est donc réduire le prix de l'électricité en relançant nos filières nucléaires. Voilà. Ouais. C'est la principale mesure. Et en supprimant aussi certaines taxes de l'électricité qui sont devenues vraiment inutiles en fait. Mais est-ce que vous sortez du marché européen de l'électricité? Pas du tout, pas du tout. Il faut qu'on reste avec les Européens justement pour cette filière nucléaire. Mais par contre, il faut relancer notre filière nucléaire, pardon. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'on puisse produire nous-mêmes notre électricité. Ce serait juste l'Europe qui pourrait nous aider si jamais on a des difficultés à la produire pour s'approvisionner.